C'est parti. Hello tout le monde. Moi c'est Camille, je suis journaliste chez France TV Slash et aujourd'hui nous avons l'immense chance de recevoir Anthony aka Tot pour parler de la dernière saison et du final de Wakfu qui nous fait vibrer depuis plus de 15 ans. Déjà bonjour Tot. Bonjour ma chère Camille. Comment vas-tu? Bah super, ça fait 2 heures qu'on se raconte des bêtises, donc déjà on est a bien. l'air tout frais mais on est déjà là depuis un petit bout de temps. Est-ce que tu es prêt à prendre part à ce live parce que je crois que tu as une grosse communauté derrière toi? J'ai eu peur. Ben oui, une super communauté, donc effectivement, je suis super content. Ça fait toujours plaisir. Et il va y avoir un peu pour tous les goûts, avec des interventions de choix, des anecdotes jamais révélées, des secrets bien gardés et surtout vos commentaires. Non, pas du tout, peut-être un petit peu, on dira pas, peut-être après, mais surtout vos commentaires. Donc vous n'hésitez pas à nous envoyer des questions et nous, enfin plutôt toi, tu y répondras parce que moi je ne suis pas en mesure. Mais avant toute chose, on avait envie de vous faire un cadeau et de commencer. Tu peux le dire, c'est toi qui le dis. Avec, pour la petite histoire, on m'avait demandé 10 secondes, oui, 10 secondes d'un petit passage dans les 3 épisodes. Je ne savais pas quoi prendre parce que, vu qu'à chaque fois vous cherchez comme des dingues, vous trouvez des solutions et vous spoilez vous-même, on s'est dit juste la première minute de l'épisode 11. Et même dans la première minute, et même, il y a des trucs, vous pouvez réussir. Mais au moins, voilà, on va dire que c'est une petite avant-première. Let's go. Nous allons pouvoir finir la construction de l'école. Merci pour tout, Damarpagon. Karl, vos fournitures scolaires vont arriver. Ne restez pas les bras croisés et allez donc à la rencontre des livreurs. L'éducation n'attend pas. Damarpagon, la librairie a reçu de nouveaux livres et tout ça, c'est grâce à vous. Formidable. Et tenez-moi au courant pour l'arrivée des fournitures médicales. L'hôpital va bientôt accueillir de nouveaux blessés. Vous avez déjà tellement fait pour nous, Harpagon. C'est vous qui me dites ça, maman? Vous qui élevez tous les orphelins qui croisent votre chemin? J'ai encore beaucoup à faire pour atteindre votre niveau de bienveillance. Vous allez me faire rougir. Et tout cet argent? Pourtant, je vous croyais ruiné. C'est une donation de mon incroyable mari. Il est fantastique, vous savez, d'une générosité débordante. Bon, l'arrêt est un peu brutal, mais parce qu'on voulait vraiment vous laisser sur ce petit avant-goût. Qu'est-ce que ça te fait de revoir déjà un peu ces images? Pour l'instant, pas grand-chose, je les connais par cœur. Tu vois, j'en suis sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc je connais un petit peu les dialogues par cœur encore. Ça sera mieux dans 1 an ou 2. Ouais. Quand je redécouvrirai. Et si on doit, parce que moi quand je découvre tout ton univers, on va faire une toute petite partie parce que je pense que c'est important quand même si je sais que tu as une communauté de fans qui connaît par cœur, de revenir, on va dire, à la genèse de la base. Déjà, comment un peu est né Wakfu? Mais en fait, déjà, j'étais pas tout seul. Ouais. Avec la bande de copains avec laquelle on a créé Ankama il y a 23 ans. On a toujours été un peu... on a fait nos études ensemble. On était fans des mêmes choses. On aimait bien Le Seigneur des Anneaux, on aimait bien Dragon Ball, on a été biberonnés au Club Dorothée. En fait, ce côté... t'as pas connu, t'es trop jeune. Non, j'ai pas connu, mais j'ai ouï dire. Voilà, c'était super. Et en fait, c'est vrai qu'on a toujours eu cette envie de créer un univers assez fort, magique, fantasy. Et moi, depuis que mon film culte, bon, ça va paraître peut-être un peu ringard aujourd'hui. Vas-y. Le Voyage vers le futur? C'est Conan le Barbare. Ok. Avec Schwarzy. Je pense que je suis encore un peu amoureux de Schwarzy en Conan le Barbare. Dans son petit slip moulé là. Et est-ce que tu as toujours eu des sortes d'univers un peu qui t'habitaient comme ça, ou de films que tu te faisais dans ta tête? Parce que quand on voit une saga comme ça, on se dit que tout le monde n'est pas avec la même imagination ou avec le même... Non, je pense que c'est... Non, c'est gentil, mais je pense qu'on a tous ça en nous. Même par exemple, je faisais beaucoup de jeux de rôle avec les copains. Et donc, je crois qu'on a tous ça en nous, à un moment, l'envie de participer à des petites aventures, même pour jouer. Moi, il se trouve que juste, j'ai vraiment beaucoup bossé pour en faire mon métier. Mais je crois que, honnêtement, c'est à la portée des gens qui aiment bien rêver, en fait, tout simplement.
Et on peut un peu se demander comment il y a différentes typologies de personnages. Donc il y a un peu les bienveillants, genre Tristepin, Evangeline, et les forces plus obscures. Là, moi, dans la saison 4, j'ai flippé, franchement, à la regarder, que ce soit avec le Nécromonde, Thoros Mordal, Kill Bill. Comment tu les imagines, comment tu les écris, comment tu les fais évoluer, justement, ces persos? Déjà, comment je les imagine souvent en regardant un petit peu qui m'entoure. Ouais. En m'inspirant de. Non, mais c'est vrai que je m'inspire beaucoup des gens de ma connaissance, à commencer par ma famille, mes enfants, les amis. Dans la vie de tous les jours, si vous êtes aux aguets, vous allez voir énormément de choses. En fait, il y a plein de choses qui nous font rire ou qui nous attendrissent sur une journée. Et donc moi, je m'inspire beaucoup de mon environnement. Et puis pour les méchants sont jamais vraiment méchants. Même Thoros, en fait, puisqu'il t'a fait peur. C'est vrai qu'il fait peur. Mais c'est jamais des méchants qui sont méchants pour être méchants. Les bêtes et méchants, on en croise beaucoup dans la vie. Moi, je mets pas ces genres de personnages dans l'univers de Wakfu. À chaque fois, il y a un débat. Il y a beaucoup d'humanité même chez les méchants de Wakfu. Pour moi, c'est hyper important d'avoir même des méchants mieux construits mais gentils que les héros. C'est les méchants qui drivent la quête des héros et jamais l'inverse, en fait. Mais tu as une multiplicité, par contre, tu vois, dans tous les épisodes, de méchants, mais avec des sorts de comment. Parce que même si on en croise beaucoup, et même si, comment tu fais pour à chaque fois te dire, attends, cette fois, il va avoir telle caractéristique, cette fois, comment ça te... Et moi, en fait, je m'inspire beaucoup de ce qui nous entoure. Par exemple, dans la saison 4, et ça m'a vachement fait plaisir, parce que notamment la communauté a repéré beaucoup de thèmes qui sont abordés dans la saison 4. La surveillance, par exemple, à un moment, la déesse Héliatrope qui place comme des caméras au travers des yeux, dans les nuages. Le débat qu'il y a avec justement les rois et les reines dans l'épisode 4, où elle propose un monde d'amour, mais qui sera soumis à une surveillance constante. Complètement. Tout ça, c'est ce qui se passe en Chine, c'est des sujets qu'on a abordés aussi en France. Et où, en fait, moi, quelque part, c'est pas que j'ai pas d'avis, c'est que je trouve que d'un côté, ça serait super, et de l'autre, non. On va nous en retirer des libertés. En même temps, ça permettrait, si on le faisait vraiment, peut-être d'avoir plus de sécurité. Et donc, c'est des sujets comme ça me passionne, parce que c'est des sujets sur lesquels j'ai pas de... comment dire, c'est un vrai débat. Je suis mitigé. Ce que tu nous dis, c'est qu'au final, même même si je sais qu'il y a tous les âges qui regardent Wakfu, là, quand tu me parles un peu de cette surveillance, là, des yeux qui regardent, c'est assez politique, là, dans ce que tu me dis. Même si tu n'essaies pas, t'injectes aussi un peu... Oui, sans faire de jugement. C'est-à-dire sans donner de jugement personnel, on place des choses qui, moi, me questionnent. Après, ça reste un divertissement, ça doit rester amusant. Mais on met des pastilles comme ça. Enfin, moi, en tout cas, quand j'écris, j'ai besoin de mettre ça pour donner en fait une forme de crédibilité à l'ensemble, même pour moi, que je puisse y croire. Disons que si je crois pas à ce que je raconte, je peux pas m'attendre à ce que les spectateurs y croient. Donc, j'ai besoin de mettre des sujets qui me touchent, qui me questionnent. Et après, les gens se font leur propre opinion. J'ai adoré cet épisode 4, justement, parce qu'il y a eu beaucoup de débats autour sur les réseaux sociaux. Moi, ça me passionnait de lire les avis des uns et des autres. Et c'est top. Et Thoros, il a ce petit côté-là aussi. Hein. Il y a un côté dont on parlera plus tard quand les épisodes seront diffusés. Ouais, petit Tawagu. Et je sais que pour le coup, pour ce qui est vraiment du caractère designer, comment tu y réfléchis, vraiment en mode vraiment visuel? Character design, déjà c'est pas mon métier. Moi, c'est le métier de Sonia. Je te fais une petite digression. Totalement. En général, quand c'est des personnages que je suis en train de créer, je les dessine avant. Parce que ça m'aide vachement à les imaginer. Ça me permet de me poser, d'être sur une feuille. En fait, c'est pas que je dessine, c'est que je réfléchis en même temps. Et en fait, ça m'aide à les construire. Mais le travail, 99,9% du travail de character design, c'est entre les mains de Sonia. Mais tu me fais une parfaite transition, dis donc. Je suis un magicien de transition, c'est ça. Je m'étais dit que ça pourrait peut-être... Être pas mal plus tard. Être pas mal plus tard, mais peut-être maintenant, de contacter Sonia, parce que je trouve que l'univers visuel de Wakfu, il est ultra
précis et tu vois, tous les personnages que tu vois, ils ont chacun une identité, des petits détails et tout. Et je sais que Sonia, elle a travaillé sur la saison 4, c'est ça? Ah non, Sonia, elle est avec nous depuis le début. Oups. Et en fait, Sonia, c'est quelqu'un qui est génial parce qu'en fait, alors on est très différents. Ouais. Mais je crois que le temps qu'on a passé aussi à échanger, ou le temps qu'elle a passé sur l'univers, permet d'avoir une belle complicité. On n'a plus besoin de se parler pendant 2 heures. Enfin, des fois, si on le fait quand même. Mais on n'a plus vraiment besoin de se parler pendant des heures et des heures pour qu'elle comprenne ce que j'ai en tête. Et puis souvent, elle tape dans le mille dès le départ. Parce que parfois, avec un coup d'œil, elle comprend qu'il faut qu'il ait les cheveux comme ça, qu'il ait les yeux rouges. L'exemple de la déesse Héliatrope, on peut l'appeler d'ailleurs, parce que regarde, on a des signes de notre... Oui. Je vois que tu ne le regardes pas, du coup. Mais non, parce que là, j'étais replongée, je croyais que tu allais me dire... on va l'appeler tout de suite. Je spoil. Ouais. Sonia. Oui, apparition. Ben oui, comment vas-tu? Écoute, pas trop mal, pas trop mal. Comment va ton petit squelette derrière toi? Écoute, il va très bien. Il a l'air en pleine forme. Au top. Ben, on était en train du coup... Bah alors? J'arrive. On n'a plus l'image. Oui, on la voit, on te voit pas. On n'a plus l'image sur la télé. Et ce que j'avais posé comme question, c'est qu'on parlait de toi, bien évidemment. Et j'imagine que toi, vous travaillez beaucoup main dans la main. Comment ça se passe un peu réellement? Moi, il me dit qu'il y avait quelque chose de très instinctif entre vous. Comment ça se passe? En fait, c'est vrai qu'avec le temps, à force, on commence un petit peu... Moi, je commence un petit peu à anticiper ce qui... alors, pas complètement ce qu'il veut, mais on va dire que ça commence en général par soit c'est un script, soit c'est un petit bout de post-it avec des trucs griffonnés dessus. Et en général, on s'appelle. Et ça part en petit débrief, en échange de références, en discussion, tout ça. Et j'arrive plus ou moins petit à petit, alors c'est pas toujours 100%, hein, mais à comprendre ce qui est de la piste de base, de genre inspire-toi de ça, mais je veux pas exactement forcément ça. C'est pas des entraves, c'est pas des rails, c'est des intentions. Et ce qui est de genre non, ça j'y tiens. Et j'en ai par exemple la déesse, le seul oui, je suis arrivée un tout petit peu avant, j'ai entendu ta dernière phrase. Donc du coup, je raccroche. Voilà, c'est incroyable, hein, la magie de... Et pour la déesse, l'intention sur laquelle il fallait pas, qu'il fallait que je garde et qui était vraiment super importante et moi que je trouvais assez géniale de toute façon de base, donc je l'aurais gardé quoi qu'il arrive, c'est les cheveux. Ouais. C'est d'avoir une masse de cheveux en fait qui la recouvre et au début il avait pas spécialement plus poussé de est-ce qu'il y a un corps, est-ce qu'il n'y a pas de corps dedans, voilà, et moi je fais non si on y va à fond, c'est que des cheveux avec le visage en masque pour vraiment avoir un côté c'est une divinité quoi, c'est pas humain, donc au maximum on va dans l'essence de ce qu'elle représente et d'avoir cette grosse chevelure de wakfu d'énergie pure, ça marchait à fond quoi. Avec le côté un peu forme matrioshka, vu que c'est un peu entre guillemets une super maman ultra maternante. Enfin, c'est un peu son essence, quoi. C'est ce qu'elle représente, comme tous les panthéons des divinités, les dieux. En fait, c'est pas ils incarnent des essences, quoi, des symboles. Voilà. Donc c'est assez beaucoup de discussions effectivement qui sont comme tu disais, j'ai entendu le petit bout de phrase, ça dure pas des plombs, on n'a pas des réunions qui durent 3 heures. Voilà, on s'arrache pas les cheveux, au contraire, c'est ah ouais, je vois ça, est-ce que ça te parle? Ah ouais, machin et tout. Puis assez vite, parce qu'après, ce qui compte, c'est le visuel. Parce que des fois, je dis ah comme ça, puis il fait je connais pas trop. Ou inversement, moi je fais ce que tu me dis, je vois pas trop, mais écoute, je vais essayer. Et assez vite, j'essaye de sortir un dessin, un ref, qui donne moi ce que j'ai compris de ce qu'il m'a dit et de ce que je pense que je propose avec ce qu'il m'a demandé et on s'entend du coup sur le visuel. Alors soit ça fait mouche et j'ai de la chance, c'est bon, ok, on booste et on part de suite dans faire des posings, des acting, pousser les références à donner au storyboarder et tout ça. Soit c'est presque ça, mais pas complètement et on ajuste un petit peu, on tâtonne et on y arrive. Voilà. Et je trouve que il y a une vraie évolution
quand même de la saison 1 jusqu'à la saison 4, enfin vraiment dans le dessin, dans l'univers, la saison 4, j'ai vraiment trouvé très assez pas ténébreuse, mais tu vois, il y a vraiment un univers beaucoup plus noir, enfin une continuité. Comment justement vous évoluez avec votre patte et l'identité Wakfu, mais qui quand même change, tu vois, au prisme des saisons, quoi. Bah, même le Nécromonde, puisqu'en fait c'est ce monde qui est dark, qui est composé quelque part de vampires morts-vivants, on ne sait pas trop, un mélange entre les deux peut-être. Même ça reste coloré. C'est-à-dire que même si ça fait peur, on reste quand même dans des ambiances très colorées. C'est juste qu'on est dans le rouge, on est dans des tendances un peu... Avec des trucs cadavériques, un peu... Avec du fuchsia pour l'aspect magie, stasis, comme on l'appelle. Mais par contre, il y a un gros travail qui a été fait en design aussi, c'est qu'on a viré beaucoup d'ombres. Vous avez retiré beaucoup d'ombres par rapport aux saisons précédentes. Et ça, je pense que l'air de rien, ça favorise l'animation, ça rend les choses plus faciles à animer. En tout cas, c'est plus pur, je trouve. Et ça permet aussi de rendre quelque part les personnages plus adultes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a moins de détails, ça nécessite d'être plus direct. Et ce travail aussi de retirer toutes les ombres par rapport aux saisons précédentes, je trouve que ça apporte vraiment un truc aussi. Enfin, on a parti à toutes les ombres, mais une bonne partie. Moi, ce que j'aime bien avec les ombres, c'est quand elles ont du sens. C'est-à-dire que soit il y a des volumes qui sont vraiment très, très nécessaires à souligner et on en met juste ce qu'il faut, et après c'est des indications d'atmosphère, d'ambiance, d'effets spéciaux et tout, et je trouve ça plus élégant d'en avoir moins. Enfin, moi je suis assez partisane à chaque fois de s'il y a un détail qui est mis, il faut qu'il serve à quelque chose, quoi. Et c'est vrai que de la saison 1 à la saison 4, ce qui s'est fait de manière assez naturellement, comme tu disais, peut-être les personnages qui ont grandi, qui ont gagné en maturité, au final, ça s'est traduit aussi dans la stylisation qui petit à petit est sortie au tout début c'était très jeu vidéo, où on a des disproportions un peu plus accentuées et tout. Il y a au fur et à mesure que les personnages ont grandi, que les histoires sont petit à petit allées vers des trucs un peu plus entre guillemets adultes. Le trait ou les proportions se sont un peu plus stylisées, un tout petit peu plus réalistes, mais en même temps en enlevant aussi de ce qui faisait des côtés qui étaient très jolis, hein, mais comme tu disais aussi, qui sont compliqués au niveau de l'animation. Et c'est vrai que des fois, les purs, c'est à la fois c'est un parti pris graphique intéressant, et à la fois c'est les équipes d'animation nous remercient aussi. C'est un peu plus c'est tout gagnant. Je vous entends. Cool. Et tu nous entends? Non, si, ça y est, c'est bon, il y a eu juste un petit décalage. Et merci de nous avoir partagé tout ça, et c'est trop cool. Et je trouve que de voir en fait à quel point vous connectez, on dirait que maintenant c'est presque de l'ordre de la connexion de pensée, quoi. Même si j'imagine que c'est pas que ça. C'est l'avantage quand tu travailles avec quelqu'un depuis 15 ans. Il y a un moment, c'est sûr que ça facilite les choses. Et on va te laisser, Sonia, parce que comme ça, on va un peu prendre aussi les questions des fans qui sont là. Mais c'était un plaisir, et merci beaucoup et bravo pour tout ton travail. Ciao. Merci. Bonne soirée, salut. Hop. Alors, est-ce que ça te dit qu'on réponde un peu à des questions de notre... Que si elles sont sympas. C'est toi qui vas me dire. Que si elles sont plaisantes. C'est de Ikashi, et sa question, c'est: est-ce qu'on saura un jour comment Europo a eu l'Elia Cube? Comment Europo a eu l'Elia Cube? En fait, alors c'est marrant parce qu'on va arriver, je pense, dans des questions techniques. Parce déjà, il est tôt. Il est trop tôt pour les questions techniques. Mais en fait, peut-être que oui, peut-être que non. Moi, il y a des choses qu'on ellipse comme ça dans ce qu'on fait entre les saisons, même entre les médias, c'est-à-dire entre la BD ou la série, il y a des choses qu'on n'explique pas. On a une idée, mais on n'a pas forcément envie de tout raconter, en fait, parce que l'univers, il se déroule sur plusieurs centaines d'années, et il y a des moments où on ne va pas gratter dans le détail du détail. Il y a des choses, en fait, moi, par rapport à cette question, parce que je sais que je vais en prendre d'autres de ce niveau-là, il y a les fans vous demandaient beaucoup, notamment à ce qu'on explique le peuple des mécasmes, ce qu'il représente, comment il fonctionne et tout. Je vois que ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux.
Moi, de mon côté, en termes d'écriture, je suis à fond plutôt dans les relations simples entre les personnages, plutôt que dans le grandiose et dans le cosmique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'aime les relations entre les personnages. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Finalement, ça pourrait être le monde de Wakfu, ça pourrait être un monde de SF, ça pourrait être un monde médiéval, un truc viking, un truc un machin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les relations entre les personnages. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et on va dire que le lore, ça m'intéresse aussi, bien sûr, pour poser les aventures. Par contre, je me sens pas, j'ai pas le plaisir d'expliquer les trucs les plus techniques dans l'univers. Et est-ce qu'au final, du coup, c'est pas lui peut faire plaisir à ta fanbase et de se pouvoir avoir de multiples interprétations, et les théories, et imaginer les théories. Ouais. Est-ce que toi, parfois, tu les lis, les théories, et tu dis tiens, j'ai tout, je leur ai déjà dit, je regarde toutes les vidéos, je lis tout ce que je peux lire. Alors sûrement qu'il y a des choses qui m'échappent, mais j'adore voir ce qu'ils imaginent. Parce qu'il y a parfois des réponses que tu t'étais même pas dites, ah tiens, ce serait probable, et en fait, en lisant, tu te dis, ah bah tiens, c'est vrai que ça pourrait être plausible, parce que toi, t'avais pas eu envie de... Ouais, mais là, 99% des choses qui balancent... C'est vous qui écrivez l'histoire, en fait, aussi. Non, arrête, ils vont me demander des droits d'auteur. Non, c'est pas vous qui écrivez l'histoire, c'est moi qui écris l'histoire. Mais, non, par exemple, il y a plein de théories qui sortent, des fois, elles tapent dans le mille, en plus. C'est-à-dire que, moi, il faut voir que les scripts, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont écrits. Donc quand je vois tout qui sort, toutes les théories qui sortent, je peux plus changer, c'est terminé, c'est parti en prod. Mais des fois, effectivement, ça me fait réagir. Il y a même des fois, ça m'arrive de me dire, tiens, cette idée est meilleure que celle que j'ai eue. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Il y a un moment où tu peux... Enfin voilà, moi j'ai pris le... Là, t'as un exemple ? Non. Ah. Non, je les ai quand je le vois, quand je le lis, tu vois, mais là j'ai pas d'exemple comme ça en tête. Et parce que j'aime bien ce côté un peu off, que je pense qu'il peut être intéressant aussi pour ta commu. Est-ce que tu as un peu un secret de fabrication ou quelque chose sur cette saison, ça peut être sur les précédentes, un peu exclusif? En fait, c'est un peu la communauté, mon secret de fabrication, c'est-à-dire Non mais c'est vrai, c'est que en fait, parce que tout n'est pas rose. Pour le bien. Ça commence bien. Ça commence bien, mais il faut remettre l'église au centre du village. C'est pas toujours rose. C'est qu'en fait, ils ont une telle exigence qu'ils me font peur. C'est-à-dire que quand j'écris quelque chose, j'ai pas le sentiment d'écrire quelque chose qui va sortir et qui va être bien perçu systématiquement. Au contraire, ils ont une exigence qui me met une pression aussi à l'écriture, qui met aussi une pression à mon coréal, aux designers, aux gens. On sait qu'il y a une grosse attente. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, on y va en se disant, on sait qu'on est attendu. Donc c'est le côté qui nous force quelque part à nous dépasser. Parce qu'on sait que voilà, on est adoré quand ça marche bien, on sait qu'on peut être aussi conspué quand ça marche pas bien. Donc ça nous met une pression de dingo. Mais pour le coup, dans le bon sens du terme, quand ça marche bien comme ça. Donc du coup, tu me disais que tu aimais bien créer les relations entre les personnages, ça tombe bien. Parce que j'ai une question de Sheila O. Hugo a-t-il déjà eu une relation amoureuse dans des vies antérieures, ou Amalia est-elle son premier amour? Et là, du coup, ça, dans le mille, vu qu'on est dans les relations entre personnages. Hugo, il s'est réincarné plusieurs fois. Donc bien sûr qu'il a eu d'autres relations amoureuses, sinon ça veut dire qu'il a eu des vies bien tristes. Hop. Et j'en profite, super flamme. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais raconter, mais que tu as dû laisser tomber car c'était trop complexe à produire? Trop complexe à produire, non. Mais par limite de temps, oui. C'est-à-dire que, de toute façon, vous le voyez. Attention de ne pas spoiler, Anthony. Oui, retiens-toi. Il reste 3 épisodes, c'est pour ça qu'on est là, qui vont sortir. Ne fais pas le con. Ouais, c'est pas le moment de tout gâcher. Tu n'as pas mis ta chemise à fleurs parce qu'il y a une légende qui dit que quand j'ai ma chemise à fleurs, je spoil. Elle n'est pas là, elle n'est pas en dessous. Tu es arrivé avec... Non, on aurait dit que c'était un peu fleuri. Il y a des petites... Je vous dis ça peut-être que d'ici... Il y a un peu de fleurs sur le fauteuil là-bas, c'est vrai. Ouais. Mais c'est mon passif, j'étais fleuriste avant. Quand j'étais jeune, j'étais fleuriste. Donc je pense que il y a un truc avec ça. Et en fait, non, le truc, c'est que tu vas prendre plein de choses sur moi. Mais oui, j'adore. Non, le truc, c'est que j'ai oublié la question à force de dire des conneries. Est-ce que tu as eu des choses que tu n'as pas pu produire parce que c'était trop complexe? Ouais. Non, mais vous allez le voir, donc sans spoiler, vous allez voir qu'il y a des... Je me suis focalisé sur cette saison à l'écriture sur un arc très précis qui est celui de Tauros.
Et en fait, tous les personnages qui sont confrontés à Tauros, on va au bout de cette histoire. Mais si vous avez suivi les 10 épisodes d'avant, il y a d'autres arcs qui ont été développés avec d'autres personnages. Je me sens pas obligé de résoudre, de donner une finalité à ces arcs-là. Si j'avais eu 26 épisodes, bien sûr, je l'aurais fait dans les 26 épisodes. Là, j'ai pas assez de temps. Donc, j'ai été obligé de faire des choix. J'ai pas voulu ne pas les développer, mais j'ai dû faire des choix. Ok. Donc, non, pas à cause de problèmes techniques, mais à cause d'un problème de temps qui est lié à 13 épisodes. Mais qui au début était du coup... Dans les premières saisons, on avait du 26, là, on avait le temps. Ouais. Mais après, on n'écrivait pas non plus à l'époque comme j'écris aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais... notre cible a changé, nos spectateurs ont grandi. Aujourd'hui, là, quand j'ai écrit la saison 4, par exemple, j'ai pensé à un film de 4-5 heures. J'ai voulu le raconter comme un film. Ça démarre un peu lentement, et puis en fait, il y a des climax, et ça enchaîne, et il y a un gros final. Dans les premières saisons, on avait une cible avec France Télévisions qui était du 8-12 ans. Il fallait mettre des épisodes stand-alone qui étaient indépendamment... Voilà, qui puissent se regarder indépendamment du reste. Et on n'était pas parti dans un gros feuilleton. Là, c'est le kiff sur la saison 4 de faire un feuilleton comme ça. C'est pas les mêmes... On vise pas tout à fait le même public qu'à l'époque. Ouais, il y a du coup des premières... des premières heures, il y a les enfants qui regardent. Et je trouve que dans cette saison, il y a beaucoup de dualité dans les personnages. Je trouve qu'on réussit presque à se méfier de la déesse mère, de Nora, de son frère. Comment tu crées l'ambiguïté dans les personnages? Et vu que c'est aussi pour les enfants, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais tu sais, ce côté bien-mal, parce qu'au final, c'est un public assez jeune à la base, maintenant, qui est beaucoup plus... Comment tu l'as créé ou tu l'as comme ça? Mais moi, j'ai une volonté, c'est de raconter les histoires que j'ai envie de raconter, mais surtout de définir des personnages qui peuvent être forts, qui peuvent être... Moi, si je ne crois pas aux personnages que j'essaie d'écrire, j'y arrive pas. Tu vois, il faut que je croie en eux, en fait. Et ça, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'inspire beaucoup. Alors, j'extrapole à fond. Quand je vois, j'ai une réflexion d'un pote, un truc, un machin, on échange sur un sujet en particulier. Bien sûr que je prends pas exactement le truc, j'étire. Mais moi, je pense qu'on est tous faits, on a tous des démons intérieurs. Ouais. On a tous des questionnements, on a tous des choses comme ça. Je veux dire, je vais pas faire un personnage qui est foncièrement gentil, un personnage qui est foncièrement méchant. Pour moi, ça n'existe pas. J'ai jamais croisé un être humain foncièrement méchant, foncièrement gentil. On a tous du gris, des niveaux de gris en nous. Et moi, c'est ça que j'adore, en fait, travailler dans les personnages qu'on développe. C'est pas prendre les spectateurs pour des idiots. Tu vois, pour moi, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et dans ce niveau de gris, on évolue. Et un personnage qui peut être très vilain dans une saison, il peut avoir une belle rédemption dans la dernière. Et il y en a une qui a fait un énorme bond entre la saison 1 et la saison 4. C'est... Évangéline. Ouais, mais dis donc... Je t'ai spoilé. Quoi? Oui, tu me spoil. Est-ce que tu peux me dire comment est né un peu ce perso et pourquoi tu l'as fait évoluer? Parce que je crois qu'elle est toute petite, mais de manière assez... Évangéline, c'est ma sœur et c'est ma femme à la fois. Oh bah dis donc. Oui, attention, allez pas vous imaginer les choses. Dis comme ça. Il y a un mélange entre ma sœur sur son côté un peu... elle ressemble beaucoup à ma sœur dans les premières saisons. Et dans les dernières saisons, c'est totalement le caractère de ma femme. Je mets beaucoup de... le côté maternité, tout son changement de vie à partir du moment où elle devient mère. Et en fait, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Moi, j'ai été élevé par des femmes. Je viens d'une famille très matriarcale. Et les femmes à la maison, c'était les patronnes. Et on ressent aussi ça un petit peu entre Évangéline et Tristepin. Ouais. Moi, je me sens très Tristepin, je me sens très, très puéril dans ma tête. J'ai encore 13 ans, je suis encore un ado. Évangéline, elle est toujours là en train de le recadrer. Bon, c'est un petit peu ce qui se passe à la maison. C'est toi Tristepin, en fait. Je suis pas aussi bête. Oui. Mais non, c'est vrai qu'il est un peu crétin quand même. Oui. C'est ce qui est drôle. Bah, oui. Mais c'est vrai que j'ai ce côté Tristepin, et je crois là, j'ai eu mes 47 ans il n'y a pas très longtemps, je suis encore très ado dans ma tête. Genre, j'adore m'amuser. Mais tous mes potes, ils sont comme ça. On aime bien faire les cons. T'as un mélange de Hugo, Tristepin? Pas trop Hugo. Non? Non. Moi, je suis Tristepin, Nox. C'est mes deux... C'est vrai, Nox aussi? Ouais, j'ai mis vachement mon caractère, mes angoisses
En fait, j'ai raconté ma vie avec le spécial de Nox. En fait, sur Nox, il y avait quand même ce côté avec... c'est un horloger, un artiste moyen qui trouve en fait un jour un objet qui lui permet de réaliser ses rêves les plus fous et qui n'en dort plus. Et moi, c'est ce que j'ai vécu avec Ankama. Moi, je me suis toujours considéré comme un artiste moyen. Mon Elia Cube, c'est Ankama. Oh, wow. Bah ouais, c'est comme ça va là-dedans. Hein. Et en fait, il y a un moment, grâce à Ankama, et grâce au succès qu'on a eu avec Ankama au démarrage, j'ai eu la chance de pouvoir lancer et faire les projets que j'avais envie de faire. Mais j'en dormais plus. J'ai un peu délaissé ma famille, j'ai eu toute cette situation qui est que je raconte à fond dans la saison 1 et que ma femme m'en a voulu un petit peu sur le spécial. Qui nous regarde. Ouais, je pense qu'elle me regarde, ouais. Je m'excuse, Céline. Mais je me suis déjà excusé, donc là je le fais devant tout le monde. Non mais voilà, on met beaucoup de nous quand on écrit. C'est ce qui apporte un petit peu de sel. C'est une transition un peu, mais du coup, toi, tu es comédienne et tu fais la voix d'Evangeline, justement. Et je pense que c'est la question parfaite. Qu'est-ce que tu as mis de toi et comment tu as perçu l'énergie et justement la voix qui fait tout le personnage? Je pense qu'en fait, de base, elle me ressemblait déjà dans le caractère, dans le type de femme que c'était, puisque moi, par exemple, j'ai toujours été débrouillarde, un peu guerrière, je faisais des arts martiaux et tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de moi qui, naturellement, est dans Evangeline. Donc, voilà, à la fois, c'est une femme forte, mais qui reste féminine, pas autant qu'Amalia la princesse, mais à sa manière, ouais. Et est-ce qu'on s'attache, j'imagine que oui, mais à son personnage, vraiment, à l'évolution qu'elle peut avoir, parfois aux petits soucis qu'elle peut... Est-ce que toi, du coup, vu que c'est un peu toi qui l'incarne, ça te touche? Attends, excuse-moi, est-ce que tu peux me répéter? Ouais, est-ce que j'imagine que tu es attachée au personnage, que même en fonction de ce qui lui arrive, ça t'impacte et tout, quoi. Oui, bien sûr. Après, comme on l'incarne, on passe par toutes les émotions et les étapes de vie qu'elle vit. Donc, oui, je pense qu'on s'identifie forcément aussi au personnage et c'est ce qui nous permet de l'incarner avec plus de sincérité, ouais. Et tu peux me dire ton moment préféré avec Evangeline, justement? C'est toujours difficile ces questions de moments préférés. Oui, c'est dur. Alors, ça, je pense, j'aimais beaucoup les interactions avec Amalia, donc avec Aline Chotaille, la comédienne qui jouait, la comédienne qui joue Amalia, parce qu'il y a vraiment une relation un peu sœur entre elles, et elles sont très, très opposées et en même temps très complémentaires, et elles sont les meilleures amies alors qu'elles se ressemblent pas vraiment exactement. Mais je pense quand même particulièrement à la scène qui est déchirante, là où la fameuse scène de la mort de Tristepin, qui a brisé tous les cœurs. Oui. Celle-ci, quand même, je ne peux pas la mentionner. Donc, ouais. Moi, je tiens à ajouter quand même que c'est pas mes moments préférés quand vous êtes avec Adeline et que vous criez toutes les deux à la barre. Ah, ça balance. J'ai perdu des décibels, moi. J'ai des acouphènes depuis. Ouais, mais elle s'est calmée, je crois. Bon, je pense que les cris sont en vrai plus forts quand Tristepin meurt ou ce genre de choses, ou quand on est dans des combats. Mais est-ce que tu peux nous dire un au revoir et bon live sur France TV Stache avec la voix? Oui. C'est trop bien. Au revoir et bon live. Merci Geneviève. Merci beaucoup Geneviève. Donc j'adore, j'aime bien que tu rajoutes tes petites. Elles ont des. En fait, ce qui est génial avec Geneviève et Adeline, en fait, c'est que quand elles arrivent à la barre, bon déjà ça fait 15 ans qu'on se connaît, 15 ans qu'elles jouent le personnage, et quand elles arrivent à la barre, quand on leur demande en fait de refaire d'autres prises, mais en vrai c'est quasiment du one shot à chaque fois. Elles ont tellement leur personnage, elles sont tellement dedans, qu'elles savent tout de suite, c'est vrai que c'est un plaisir à chaque fois quand on enregistre. Bon, presque on se fait chier, parce qu'on n'a rien à dire, ouais. Donc t'es là, tu fais faisons une là pour la forme, Geneviève, Adeline, pareil. Non, c'est parfait. Moi je trouve qu'on a en France, je l'ai dit la dernière fois justement à ma directrice de casting, on a en France un talent chez les comédiens, chez les doubleurs, qui commence seulement à être reconnu,
mais qui est monstrueux. Qui est monstrueux, vraiment. Bon, il faut qu'on parle un peu des sujets qui fâchent. On n'est pas obligé. Hein. Des sujets un peu durs. C'est les 3. Là, on est d'accord, ce sont les 3 derniers épisodes ultimes, quand même, de la saga. Ouais. Déjà, comment tu le vis et qu'est-ce que ça fait un peu de dire, pas adieu, mais bon, c'est quand même le projet de, un peu d'une vie, on peut le dire. Comment tu le perçois, la sortie, justement, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là aussi et que je pense que aussi toute ta commu est là et plus encore. Donc, nous, avec toute l'équipe, que ce soit les gens de l'anime, que ce soit Malek, mon choréal, que ce soit moi l'écriture, égoïstement, avec Sonia, avec toutes les personnes, le compositing, la prod, avec toutes les personnes, les décorateurs qui ont fait tous un travail de fou. J'ai envie de dire, le travail il est derrière nous. Et en fait, vraiment, quand on le fait déjà de base, moi c'est ce que j'adore quand je bosse avec ces gens, dont certains que je connais depuis plus de 15 ans. Ce que j'adore, c'est qu'on met nos tripes. Et donc on fait vraiment nos projets en se disant il faut que ça nous plaise. Et à partir du moment où on en est fier, quelque part on touchera en fait d'autres personnes. Il n'y a pas de raison que ça nous plaise qu'à nous. Et donc là où je suis très content et en même temps très triste, un peu comme ce qu'ils disent aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'effectivement c'est le dernier épisode. Donc ça fait quelque chose. Ouais. Bah oui, moi je vais rentrer dans une phase de baby blues. Bah, j'imagine. Je me connais, je sais comment ça va se passer à chaque fois. Il va y avoir 1 ou 2 mois qui vont être compliqués. Par contre, je suis très très content, vraiment heureux de voir à quel point cette saison est bien reçue, à quel point elle est bien analysée. Et moi, j'ai toujours cette crainte quand on écrit, tu vois, c'est de se dire, on a des fans qui nous ont rencontrés, qui nous ont connus, ils avaient 8 ans. La dernière saison, ils en avaient, 15, 16. Maintenant, ils en ont 22, 23. Leurs exigences montent. Et je suis content de me dire qu'en fait, on a réussi à tenir un peu nos engagements et que ça tourne. C'est un vrai plaisir. Et est-ce que, à tout hasard, sans parler aucunement d'une saison, il y a des petites pistes de spin-off, par exemple? Non, je crois qu'ils savent déjà tout, quasiment, sur ces sujets-là, parce qu'en fait, ils abordent tellement le truc. Nous, on a beaucoup d'envie sur cet univers. On continue à le développer. C'est devenu, c'est même plus passionnel, c'est fusionnel. C'est-à-dire qu'à un moment... Bon. Merci. c'est de l'impro en plus. Oui, je vois ça. Ça vient du cœur. Ah, c'est ça, je vais le copyrighter. J'ai déjà oublié ce que c'était, mais je vais le copyrighter. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté où cet univers-là existe depuis tellement longtemps maintenant, qu'il y a une forme de responsabilité par rapport à l'univers et par rapport à la communauté qui en veut. Et puis nous, en fait, moi, je me fatigue pas. On me demande souvent, est-ce que tu n'as pas envie de développer autre chose? Mais en fait, je raconte tout ce que je veux dans cet univers-là, donc j'adore. Et donc oui, en fait, une autre saison, je suis à peu près sûr qu'il y aura une autre saison de Wakfu ou de Waven qui serait la suite de Wakfu. Je suis à peu près sûr qu'on va faire quelque chose. Oh. Maintenant, voilà, c'est pas, on n'est pas tout seul à décider. C'est des gros budgets, c'est des choses qu'on peut pas prendre nous plein pot, c'est trop cher. Il nous faut des partenaires. Les partenaires ont aussi une exigence, une cible, une audience. Il faut qu'on rentre dedans, c'est ça qui est jamais évident. Maintenant, ce qui a été formidable, c'était le Kickstarter qu'on a fait en milieu 2020. Ça nous a débloqué vraiment. À chaque fois que je donne une interview, je remercie la communauté, je vais le refaire. Merci, parce qu'en fait, à la fin, c'est presque 2 millions qu'on a levé. C'était un truc de fou. Ouais, c'était un truc de dingo. S'il n'y avait pas eu ça, peut-être que ça aurait été... Il nous fallait un déclencheur, comme dans une bonne histoire. Quand le héros part à l'aventure, il lui faut une raison, il lui faut un déclencheur narratif. Bon, nous, ça a été un bon déclencheur. Et encore une fois, merci pour ça. Et là, je vais en reparler, mais il y a aussi d'autres un peu travaux dont les fans peuvent se nourrir. Il y a aussi Au Repos, Lance Dure. Oui, bien sûr. Lance Dure, en plus, on nous prépare un truc sympa, on prépare une version longue. Oh. C'est-à-dire qu'ils ont découvert, je crois que c'était en février, que la diff a eu lieu sur ADN et ça a été repris ensuite 3 mois après ou 4 mois après sur Slash, toujours dispo sur Slash et sur ADN d'ailleurs. Et là, en fait, pour le plaisir aussi, parce qu'en fait, ça, c'est des mini-séries qu'on écrit comme des longs métrages aussi. On va faire une version longue de Lance Dure où on ajoute 5 minutes et on le transforme en film. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on est en train de finaliser. Et j'espère pouvoir donner accès à ça dans les 3 mois qui viennent là. Ah purée, bah tu vas avoir un baby blues pas trop long quoi. Je
ça va, tu vas enchaîner sur une autre grossesse. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. Et là, je lis en commentaire, on est prêt pour le Kickstarter. Donc j'ai l'impression quand même que ça revient pas mal. Ouais, mais ils me disent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et merci. Si on y repasse, forcément, je pense qu'on passera par là. En fait, il y a un truc qui fait qu'on a vraiment besoin de vous, c'est que on a du mal à vendre. Prenez mon argent. Mais moi, je prends votre argent sans problème. Mais c'est beau de voir aussi, je trouve, le dévouement, l'engagement que crée ton univers. Et là, on va faire plaisir avec des petites questions du chat. On a Frisax. Est-ce que Tot a prévu qu'on puisse voir un jour les autres héliotropes du Conseil des 6 ainsi que leurs frères dragons? En fonction de... Pas pour l'instant. D'accord. Mais en fonction de ce qu'on va raconter, on a quand même 4 duos qu'on a beaucoup mis en avant. Ouais. Grugal, Chibi, Yugo Adama, ils ont pris du niveau, même si ils ont un peu moins apprécié, je sais, le spécial de repos, mais on les met quand même vachement en avant dans le spécial de repos. On a Ephraim et Nora qui ont une superbe histoire, je trouve. Ça reste subjectif. Kibi, Shinonome qui sont à un sacré niveau aussi. Il n'est pas, bien sûr, il n'est pas, comment dire, les autres sont pas mis de côté, et c'est possible que ça arrive, mais ça prend du temps. Parce que là, j'ai Anabi qui me dit, est-il envisageable un OAV sur Kilby, seul méchant sans OAV? On veut l'air, avec précision, on veut voir l'ère primitive avec les héliotropes et les méchasmes. Ouais, j'en étais sûr que j'allais prendre cette question. Mais après, comme je le disais en début, les méchasmes, il y a un lourd secret, il y a un gros truc derrière, un peu spécial, que je ne vais pas expliquer maintenant, et que j'ai pas forcément envie de raconter, en fait, parce que je préfère que les fans se l'approprient, comprennent au fur et à mesure des années ce que peuvent être les méchasmes. Par contre, Kilby, dans cette saison 4, il a presque son OAV à lui. Il y a quand même eu 2-3 épisodes où c'est plein pot pour sa pomme. Ouais. On voit quasi pas Hugo, il est là, je veux dire, on sait pas... Je l'ai pas abandonné, mon petit Kilby. Je me suis bien occupé de lui. T'en parles, c'est trop mignon, comme si t'étais un peu tes enfants, mais c'est le cas, tu fais en même temps des projections de toi, tes enfants, c'est tout. Moi, il y a un moment, quand c'est des personnages qui existent depuis plus de 15 ans, les dialogues, ils tombent tout seuls. Il faut juste que je trouve des situations dans lesquelles les poser, et après, ils vivent. C'est comme mes enfants. Il y a un moment... il n'y a plus de... il y a plus trop de questionnements. À part un personnage comme Kilby qui est un peu particulier parce qu'il est... il est un peu dérangé. Tu m'as... Là, j'ai été secouée par tous ces changements de side. Et j'ai Neiko qui me demande un live action de Wakfu un jour pour le fun. C'est marrant cette question parce qu'on a été contacté il y a 1 an par des grosses boîtes de prod qui nous proposaient de prendre la licence pour en faire un blockbuster. Alors attention, ça ne veut rien dire, mais pour en faire un blockbuster un peu comme ils avaient fait avec Avatar à l'époque avec Night Shyamalan. Tu sais, un Indien qui fait des films géniaux. J'adore. J'arrive jamais à prononcer son nom. Moi non plus, c'est pour ça qu'il y a eu un moment, j'ai eu un doute. Ouais, donc il a eu son live sur Avatar. Mais moi, ça m'intéresse pas en fait. Bon, on pourrait prendre un chèque, mais ça pourrait être intéressant. Mais ça m'intéresse pas parce que j'aime pas ce que font les Américains quand ils font des adaptations et quand je vois les carnages qu'ils ont fait, que ce soit avec les Dragon Ball, avec toutes les adaptations qu'ils ont fait en live, c'est une catastrophe à chaque fois. Et je trouve qu'ils perdent la saveur. Et dans Wakfu, on aborde quand même beaucoup de thèmes qu'ils n'oseront pas aborder, je pense. Et ça risque de dénaturer un petit peu. Donc, je suis pas très chaud pour ça, en fait. Et on a encore Alaoudi qui nous dit, aura-t-on un spécial sur Tauros? Donc j'ai l'impression qu'on va tous nous les... En fait, je vais vous faire un spécial sur tous les personnages de la série, si vous voulez. J'ai l'impression que c'est un peu ça. On va avoir toute... Ça deviendrait une espèce de... un truc un peu spécial, enfin une saison où il n'y aurait que des spéciaux, dans des styles différents à chaque fois. Et pour un peu élargir, tu m'en as déjà dit un peu, en parlant de ta femme, comment ta vie personnelle a un peu impacté Wakfu? Parce que je pense qu'il y a eu des naissances, il y a eu des choses pendant ces 15 ans. Donc là, tu disais justement qu'Evangeline, c'était un peu ta femme. Ouais. Est-ce que tu as un petit peu d'autres exemples en tête? En fait, j'ai écrit le départ, j'adore la scène avec Flopin qui quitte la maison. Et donc moi j'ai écrit le départ j'ai écrit ce script en fait au moment où mon fils aîné quittait la maison. Ok.
Donc, et je trouvais ça beau, en fait. Et Lélie, et Flopin, c'est ma fille et mon fils. Ouais. Et j'ai ma fille qui prend plus de place que mon fils. Et à la maison. Ok. Ça a toujours été comme ça. Elle est super. Et j'en ai un qui est très réservé. Et ma fille qui l'est moins, en tout cas avec nous. Et tous les deux sont super à leur niveau, à des niveaux différents. Enfin, moi, ils sont très différents. Et ça parle de ça dans ce spécial avec Flopin qui part à l'aventure. Et qui. Ça doit les toucher, eux, en plus d'avoir quand même des persos dans une saga qui dure, tu vois, je pense qu'ils sont nés quasiment avec. Donc, en fait, mon fils s'appelle Hugo, le héros s'appelle Hugo. Ah oui, donc, en fait, ils sont habitués, si tu veux. m'étonnes. Par contre, la personne que ça touche à chaque fois, c'est ma femme. C'est-à-dire qu'elle, à l'étape du board, avec les voix témoins de mon coréal, déjà, elle était pas bien quand elle a vu la scène. Elle s'est retournée, elle m'a regardé avec un genre... tu racontes encore notre vie, tu m'emmerdes. Ça devait rester entre nous. J'adore. Ouais, non, c'est même pas que ça doit rester entre nous, c'est que je pense qu'elle est à chaque fois assez étonnée de ce manque de pudeur que je peux avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc moi je balance... ton journal intime un peu là, comment tu me dis. C'est ma psychanalyse. Ouais. Et en plus, tu me parlais il y avait un petit truc catharsistique quand tu me disais que dans les méchants, justement, tu projetais un peu toi ce qui allait pas. En fait, c'est ton psy, quoi. Ouais, mais moi, tous les méchants, je me retrouve dans les méchants. C'est pour ça que là, il faut que tu nous. Enfin, à la fin, il faudra que tu sinon ta psychanalyse s'arrête. C'est pas bon, là. Ouais, c'est pour ça qu'il faut continuer d'écrire. Et une question que je me posais, c'est l'animé, justement, entre 2009 et 2024, on est quand même sur une quinzaine d'années. Ça a été quoi les plus grosses évolutions techniques, quoi ? Parce que j'imagine que pour toi, ça a dû vachement changer ton rapport aussi à l'image, ou pas du tout ? Est-ce que t'as justement, toi, ton rapport à la création Moi, je suis pas dans le... Comment dire il y a beaucoup de questions qui se posent aussi sur l'IA en ce moment, par exemple. La génération... moi, ça m'affecte pas, et je voudrais aussi dire aux artistes qu'effectivement, il y a des choses qui vont changer, mais ça ne devrait pas nous affecter. Bon, moi, tu vois, en tant que scénariste, ChatGPT, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Ça te fait peur ? Non, pas du tout. Non ? Non, parce qu'en fait, c'est le plaisir que tu as à créer les choses, et ça, l'outil ne l'enlèvera jamais. Et donc, il y a 15 ans, on a utilisé du Flash, de l'animation traditionnelle. Et en fait, le flash, c'est pour les intervalles. L'animation traditionnelle, c'est les poses clés. Donc ça pouvait être sur papier, ça pouvait être sur TV Paint, ça pouvait être sur n'importe quoi, on s'en foutait. Et après, on venait tout du Photoshop pour les décors et de l'After Effects qui existait déjà pour le compositing, pour vraiment tout fusionner, tout modeler. On a toujours les mêmes techniques. C'est juste que les personnes... on utilise la même chose. Et encore aujourd'hui, ça reste moderne. À la différence que toutes les personnes, et ça je ne l'ai jamais dit en fait, mais sur la saison 1, toutes les personnes qui ont bossé dessus, 90% des gens sortaient de l'école. Et c'est cool de te faire confiance, 90%. C'est cool. En même temps, on n'avait pas le choix parce que n'étant pas à Paris, hyper dur de faire venir des gens expérimentés sur Roubaix, pas assez de studios. Et donc on a été, moi j'ai été chercher à la sortie des écoles, ça fait un peu bizarre à dire comme ça, mais beaucoup de talent, et ces gens-là ils sont encore là 15 ans plus tard, ils étaient déjà très forts à la sortie de l'école, 15 ans plus tard, maintenant ils vous livrent des scènes, les scènes dantesques qu'on est capable de livrer aujourd'hui. On a fait des tests, parce qu'on fait une proche demain pour les salariés des 2 derniers épisodes, on a fait des tests ciné des épisodes de Wakfu de la saison 4, c'est presque du ciné. C'est-à-dire qu'à un moment, on atteint un niveau de qualité qui est plus de la qualité. C'est plus de la qualité. C'est comme ça que tu le vois en plus. Maintenant, moi, c'est comme ça que je le ressens, et techniquement, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que quand on voit à quel point ça claque au cinéma, je me dis, c'est du grand spectacle. Tous ceux qui ont peur de dire on va se faire remplacer, ou là, je ne sais plus comment, cette nouvelle appli, justement, qui crée des dessins, ou de. Toi, Midjourney. Ouais, exactement. Ouais, mais après, ça restera des outils. Et puis en fait, il y a le plaisir que toi, en tant qu'humain, tu as de créer les choses. Ça, je veux dire, les outils peuvent nous rendre feignants, mais ils peuvent pas nous retirer l'envie de dessiner, d'écrire, de produire des choses en fait. Maintenant, voilà, on n'utilise pas ça nous, et je ne vois pas l'utiliser. Il n'y a pas besoin. C'est très bien comme ça. Ça serait flatté, hein. Ouais. Bon, petite question. On a Nathaniel Iron qui dit « Peut-on espérer un film Dofus livre 2 ?» Faut pas tout faire, les copains.
Je vous ai déjà. Là, si on reste la liste, je pense pas que malheureusement on sera encore là. Moi j'adorerais en fait, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le deuxième. En fait, Dofus, on avait sorti un film en 2016. Ouais. Mais on s'est un peu vautré sur les entrées. Enfin, on va même pas se voiler la face, on s'est carrément vautré sur les entrées. On parlait de Baby Blues. Bon, bah là, c'était un Baby Blues des enfers. Hein. Moi, j'ai mis 6 mois à m'en remettre. Je l'ai déjà expliqué, c'était hyper dur. On s'est vachement livré dans ce film-là. Et c'est vrai que j'adorais faire une suite. Mais je sais pas si c'est le. Je crois qu'il va me falloir encore quelques années pour y retourner. Je pense qu'il y a des choses qui ont besoin. Il y a des blessures qui mettent du temps avant de cicatriser. Mais c'est pas impossible. Mais c'est vrai que c'est pas la priorité. Et tout à l'heure, je pense que c'est aussi important de dire que Wakfu, c'est l'un des premiers jeux français, il me semble, à prononcer de MMORPG. Et tu me racontais une anecdote que j'ai trouvée quand même super mignonne, que c'était un véritable site. J'étais obligée de la sortir. Site de rencontre à ciel ouvert. C'était bien avant. Sur Dofus. Ouais, sur Dofus. Ouais. Que c'était bien avant. Je pense qu'on a inspiré Mythic et Tinder. Combien tu penses t'as créé de couples? Parce que tu me disais justement que les gens se rencontraient sur l'interface, discutaient. Tu dirais que Dofus a donné naissance à combien de bébés? Je peux pas te dire, je pense mais en centaines. Des millions. Non, arrête. Je viens de dire. En vain, je suis très naïve. Non, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de faire-part. Et alors, on n'a pas, vous doutez, on l'a pas du tout fait pour ça. Hein. On a fait un jeu, nous. Hein, mais c'était à une époque, en fait, nos 20 ans cette année sur Dofus. Donc c'était à une époque où il n'y avait pas tant de réseaux sociaux que ça. Oui. Il n'y avait pas de... Je crois qu'il n'y avait pas de Facebook, si je dis pas de conneries, ou c'était le tout début. C'était un endroit... Le type de jeu qui était au tour par tour a fait que les gens... a permis aux gens de prendre leur temps, de discuter, d'apprendre à se connaître, avec tout ce qu'il y a de négatif aussi là-dedans. Hein. Avec les mecs qui se font passer pour des nanas, les nanas qui se font passer pour des mecs, les trucs, les machins, les... Bon, voilà. Mais effectivement, il y a pas mal de couples qui se sont rencontrés sur le jeu, et je reçois régulièrement des faire-part. À qui tu envoies des petites poupées. Ouais, à qui on envoie... On vous dit pas de le faire, semblant. Vous n'êtes pas obligé de faire des enfants juste pour avoir un doudou. Et malheureusement, je pense qu'on va arriver vers la fin. Il y a une petite dernière. Et puis après, j'ai envie qu'on se concentre sur le chat, comme ça on sera en live. Okay. La petite dernière, c'est où est passé le papa de Hugo, le dieu dragon? Je sais pas encore. Où es-tu? Je vais pas vous pipoter, je sais pas encore. Par contre, je suis à peu près sûr que c'est pas son vrai papa. Mais ça, mais j'en dirai pas plus. Voilà. Attends, un tout petit peu comme ça, on a des toutes petites. Non, c'est compliqué. En un mot, on va expliquer des choses dans le jeu Haven. Voilà. On va avoir des choses qui vont parler de ça dans Haven. Vous savez, le jeu qui permet de spoiler plein de choses. Et il y a aussi en petite dernière question qu'on a là. Pourquoi les dieux du monde du 12 n'apparaissent que très peu et sont peu développés? Parce que c'est pas intéressant en fait. C'est pas intéressant de raconter des histoires sur des personnages qui sont tout puissants, sur des personnages qui... En fait, si tu racontes l'histoire d'un dieu, c'est pour raconter ses faiblesses en fait. Ce qu'on fait notamment avec Tristepin, avec Gulthard, qui ont une relation comme ça, père, frère, on ne sait pas trop, c'est un peu ambigu tout ça. Mais je trouve que c'est pas intéressant. Moi, je suis toujours, comme je vous le disais, plutôt que de raconter des choses qui sont liées au cosmique, à l'univers, je suis plus intéressé par les relations entre les personnages. Et donc, quand tu as un personnage qui est monstrueusement, tu vois, un dieu, qu'est-ce qu'on va raconter sur un dieu? On raconte beaucoup sur une déesse, mais c'est parce que j'ai l'impression que vu que tu as grandi aussi dans une société matriarcale, tu as eu plus envie de raconter son histoire avec. Mais parce qu'elle a... Mais je te fais de la psychanalyse. Là, un peu de... Attends, je m'allonge, donne-moi un coup simple. Laisse-moi te parler un petit peu. C'est ça. Non, mais elle est pleine de faiblesses, en fait, effectivement. Elle est pleine de faiblesses, cette déesse, et elle a des traumas. C'est ma maman, tu vois. Moi, j'ai perdu ma maman il y a une dizaine d'années, et dans la déesse, j'ai mis beaucoup de ma maman, forcément. Et donc elle a cette obsession un peu des enfants, tout en étant un peu trauma par des choses. Ils l'ont très bien ressenti en fait. La peur de perdre, enfin tu sens quand elle les a dans sa chevelure. Et elle est pas rationnelle. Dort, mais en même temps, elle est tellement inquiète, on ressent sa panique, quoi. Ouais. Il y a une forme de folie chez ce personnage. J'adore.
Et en fait, on peut pas. C'est un peu comme Kill Bill, en fait. Elle a un truc, on sent des choses. Mais après, quand on me demande dans les détails, ouais, mais non, je suis pas dans sa tête. J'aime bien aussi avoir des personnages comme ça, où me dire, il m'échappe, en fait. Et là, il y a une question, je crois, de ce que je comprends, qui revient. On en a un petit peu parlé, évoqué, et je pense que là, vous êtes tous en train de vous dire, mais s'il te plaît, dis-nous. Et je pense qu'on n'aura pas de réponse. Mais la saison 5. La saison 5, en fait... c'est pas moi, hein. Alors, logiquement, hein, comme je vous l'ai dit, dans la saison 4, on va clôturer quand même, je pense, d'une belle façon. Il y a une piste pour une potentielle saison 5. Et de toute façon, ça fait un moment aussi qu'on travaille sur la série Waven, qui est pas une suite directe, mais qui est une suite, qui est une vraie suite. Et là, je vais retenir mes élans de mec qui spoil. Mais c'est une vraie suite, en fait. C'est pas une nouvelle série avec des nouveaux persos, des machins. Non, c'est une vraie suite. Donc, voilà. En fait, on va continuer. On retrouvera la confrérie, on retrouvera un peu tous les persos. Pas tous, non. Ok, une grande partie ou des persos. Pas forcément une grande partie. Peut-être un ou deux des persos. Peut-être quelques-uns, oui. Ok, qui justement continueront dans leur quête ou changeront justement de... Ben en fait, on a développé une trame qui, je trouve, qui est super. Mais en fait, honnêtement, notamment sur Waven, pour l'après, on a développé une trame, moi, qui me fend en cœur. C'est-à-dire que j'avais ce côté où, au moment où on a commencé à poser les grandes idées, moi je me disais, il faut que... Je suis un grand fan, en fait, ma grande inspiration, puisqu'on me demande souvent qu'est-ce que t'aimes. Ma grande inspiration, moi, c'est la mythologie grecque. J'adore. Ça se sent. Et déjà, moi je trouve que Gaïa, la mer... Ouais. Bah ouais, et ça se finit jamais bien, les histoires de la mythologie grecque. Tu vois, il y a toujours un truc. Et ça se finit jamais bien. Et parce que c'est aussi, quelque part, c'est des leçons, comme les contes pouvaient l'être. Les vrais contes, à la base, ils se finissaient jamais bien. Ça a été retransformé par Disney, mais il y avait des scènes horribles dans les contes, tu vois. Je crois que c'est dans Cendrillon, les belles-sœurs, elles se coupent les orteils pour entrer dans la chaussure en verre. Et plein de choses, en fait. C'était des leçons de vie qu'on racontait aux enfants pour éviter qu'ils fassent des bêtises. La mythologie grecque, c'est pareil. C'était à une époque aussi où on donnait des leçons quelque part. Et moi j'adore ce côté dramatique à chaque fois qu'il y a dans la mythologie grecque. Et ça me passionne, ça. C'est ce que j'espère qu'on ressent dans l'univers de Wakfu. C'est qu'on a des personnages qui vivent et qui meurent. Et c'est la vie en fait. On rigole pas tout le temps, on pleure pas tout le temps. Il y a des hauts et des bas dans la vie, il faut tenir bon. Mais on a tous une finalité qui... Et celle qu'on connaît, malheureusement. Mais laquelle Mais malheureusement, je crois qu'on arrive à la fin. Mais je pense que, parce qu'il y a beaucoup de monde présent, et vraiment merci. Je pense que c'était une chance de fou de voir comment l'univers réussit à réunir autant de monde. Peut-être, est-ce que tu as un mot ou quelque chose à dire, ce chat qui est ultra présent là, qui continue, qui est Balthazar, on voit plein de questions, mais malheureusement, je pense pas qu'on pourra répondre maintenant. Mais peut-être une petite déclat de fin, on pourra. Une déclaration d'amour de fin. Non, moi en fait j'ai un mot, effectivement. J'ai deux mots. J'ai un mot pour les équipes avec qui on bosse depuis si longtemps. Moi je travaille avec des gens que je connais pour certains depuis 25 ans. Et donc toutes ces personnes-là qui sont des gens qui sont souvent dans l'ombre, je les embrasse très fort et je leur dis que je les aime, parce qu'on fait quand même du beau boulot à Ankama et on peut être fiers de ce qu'on fait. Et puis je remercie la communauté, bien sûr, comme je le fais régulièrement. Maintenant ils le savent, je crois qu'ils me connaissent bien, je suis connecté en continu avec eux sur les réseaux sociaux. C'est pas tous les jours facile, mais ils nous font vivre des choses qui sont exceptionnelles. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Et moi, je tiens quand même à dire que les Wakfu de saison 1 à 4, ils sont dispo gratuitement, donc sur France TV. Et donc bientôt, les derniers épisodes sur France TV en exclusivité. Il y a aussi les films, et donc du coup, vraiment, merci d'avoir été là si nombreux. Et j'espère qu'on a pu répondre à des questions et qu'il y aura une saison 5 et qu'on aura plein d'autres. Demain, après, on a un truc aussi, c'est que sur Roku, à la toute base, ça devait être le vendredi à 6-7 heures du mat'. On a tous compris que le demain soir, à minuit 01, il y avait les 3 derniers épisodes qui vont être diffusés.
je sais que je suis pas couché avant 3h du matin, parce que je vais attendre il va falloir les visionner, et puis je vais attendre de voir vos retours sur les réseaux sociaux. Et donc je vous dis à demain, et j'ai trop hâte d'avoir vos avis sur cette fin qui je trouve qui est dantesque en fait. Donc j'espère que ça va vous faire triper un petit peu, quoi. Franchement, il y a le mot insomnie dans ce que tu nous as dit toutes les nuits, fin dantesque. Ouais. Je pense que c'est les meilleurs mots pour clore ce live, et à bientôt, j'espère. Et merci Todd, c'était trop cool de t'avoir. Merci à toi. C'est un univers à toi, et j'adore. Ciao.